J'ai l'impression qu'il me prenait pour un con. Brabant wallon, terre d'accueil, certes, mais pas toujours dans l'acception à laquelle on peut s'attendre. Témoin, le 14 juillet 1994, l'assassinat du baron Dominique de Moffard, un gestionnaire de patrimoine découvert non loin de son domicile sur un talus de Coqueroux, un hameau de Crédoisseau. 44 ans, père de 4 enfants, âgés de 18, 16, 14 et 4 ans, Dominique de Moffard devint, à la fin des années 80, gestionnaire de fortune pour une filiale du groupe AG, la Metropolitan Bank à Luxembourg. Il effectue de fréquents transports de fonds et de valeurs. Le jour de la fête nationale française, le matin, Jacques Chua, un Tournésien de 64 ans, accompagné de son fils Philippe, 34 ans, d'Antoine, a tendu un guet-apens à la future victime. Il a simulé une panne de voiture et disposé des cônes sur le chemin. Le passage est délicat. Jacques Chua s'empare d'une carabine 22 longue qu'il a placée dans le coffre de sa voiture. Le baron tente de fuir en escaladant un talus. Il est atteint à la rate, au poumon et à la moelle épinière. « On m'a tiré dessus », déclarera-t-il à un passant quelques minutes avant de mourir. L'assassin s'empare de la valise qui contient des titres, des coupons et de l'argent liquide d'une valeur globale d'environ 2 150 000 francs belges. L'enquête s'annonce difficile. La métropolitaine fait opposition à la négociation des valeurs mobilières. Le 29 septembre, la générale de banque fait savoir que pratiquement toutes ont été présentées à l'encaissement le 24 août dans une de ses agences de Tournai. Au guichet, une personne a affirmé les avoir reçues d'Allemands en paiement de la vente d'un terrain. Elle a agi à la demande de son beau-frère, Jacques Chua, pour l'aider, croit-elle, à éviter certains impôts. Ce dernier devient suspect. Le juge d'instruction, Marc Reusmans, ordonne une perquisition à son domicile. Les enquêteurs mettent la main sur de nombreux livres et cassettes pornographiques à caractère sadomaso, une lettre du comptoir d'escompte de Namur réclamant plus de 17 millions de francs et surtout un manuscrit reprenant l'itinéraire menant de Tournai à Crédoisseau. De chaude qu'elle est, la piste devient brûlante, car Philippe Chua, qui n'en peut plus, va parler. Son père, dont les affaires sont loin d'être florissantes, a espéré se renflouer en s'emparant de l'argent et des valeurs d'un gestionnaire de fortune. Un annuaire mondain a donné l'adresse du baron, dont il connaît l'existence grâce à un de ses beaux-fils qui a lui aussi travaillé pour la métropolitaine. Jacques Chua s'est rendu en repérage à Crédoisseau. Le fils indique, au fond du jardin, l'emplacement d'une boîte qui contient des documents provenant de la valise dérobée. Père et fils se retrouveront en assises à Nivelles, dans une petite salle érigée sur une partie de l'ancien couvent des conceptionnistes. Le jury ne mettra guère de temps à constater l'énorme différence, un abîme, entre les deux hommes accusés de meurtre pour faciliter le vol. Ils ne se parlent plus. C'en est au point que Jacques le père parlera de Philippe le fils en l'appelant Monsieur Philippe Chua. Espèce de self-made man, non dénué d'arrogance, le père entre par la petite porte aux cimenteries de Bourg, mais il y gravit les échelons au point de côtoyer le sommet. Il se fera cependant virer lorsque ses chefs apprendront sa liaison avec sa secrétaire. Il devra ensuite se contenter de devenir consultant indépendant. À l'opposé, son fils, timide et rougissant, expliquera une adolescence rendue difficile par un père qui se bourre de médicaments, boit et se complaît dans une relation extra-conjugale. Bref, un portrait peu reluisant d'un père qui n'acceptera jamais sa fiancée. Ses professeurs l'ont considéré comme écrasé, taiseux, introverti, ayant une peur bleue de son père. Son beau-frère a un sentiment plus tranché encore. Il provoquera un des rarissimes moments du procès où l'on verra un sourire sur les lèvres du public et, de manière moins marquée, sur celle des juges. « J'ai l'impression qu'il me considérait comme un con », assènera-t-il à l'adresse de Jacques Chua. Ce dernier tentera de faire croire que la victime lui a donné rendez-vous afin de finaliser la commercialisation en Belgique d'un fonds de placement. La proposition de 20% lui aurait paru insuffisante, lui qui en attendait 35. À l'entendre,
Dominique de Beaufort se serait emporté de manière inconsidérée à son égard. Il m'a insulté, a donné un coup de poing sur le toit de ma voiture de location, il m'a fait peur, j'ai paniqué, il tenait une tapisserie en main, j'ai cru voir une arme. Bref, la thèse de la légitime défense. Battue en brèche par le magistrat instructeur qui épinglera la correction dont la victime ne cessait de faire preuve dans l'exercice de sa profession. La sentence tombera le 29 janvier 1997. Réclusion à perpétuité pour le père, qui décédera quelques années plus tard, 3 ans de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive pour le fils. Ce dernier avait fait choix d'un jeune avocat du Tournaisis, Jean-Philippe Rivière, qui confirmera son talent dans un procès bien plus médiatique encore, celui de Marc Dutroux, où il défendra de maîtresse façon Sabrine Dardenne.